Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être dédiée aujourd'hui à mon bilan lecture du mois de mai. J'ai réussi à lire un petit peu plus, mais j'avoue que j'ai un petit peu triché. J'ai lu des BD pour pouvoir essayer d'augmenter un petit peu le quota de ce que je pourrais vous présenter, parce que sinon ça va être encore un petit peu pauvre. Alors on en est à cette fois-ci à 3 BD et 2 romans. C'est légèrement plus que le mois d'avril et j'espère que ce sera encore plus pour le mois de juin. On va dire on est dans la bonne lancée. Hop, alors regardez. Hop, le retour de la petite miniature. Impeccable. Donc, 3 BD, on a dit, et 2 romans. Un en version papier et un en version donc numérique que je vais vous présenter tout de suite. Alors à part un roman et une BD, on est un petit peu dans une thématique un petit peu mythologie. Vous allez voir pourquoi. Et dans le mois de juin, vous aurez aussi certainement une autre partie de mythologie parce que c'est quelque chose que j'adore lire. Et vous allez en bouffer. Vu que j'adore en lire, j'aimerais vous la présenter et j'espère que ça va vous plaire autant que moi ça me plaît. Alors, on va partir sur le tout premier avec une BD de Chris et de Besson publiée aux éditions Soleil. Je vais vous parler de Ishanti. Alors, je pense que vous l'aurez deviné, on va parler donc de mythologie égyptienne. Alors déjà, est-ce qu'on peut s'attarder 5 minutes? Je vois pas trop dans le... J'espère qu'il n'y a pas trop de reflets. Alors j'ai toujours été ultra fan de ce que faisait Chris, outre son style de dessin, la colo qui sont magnifiques. Il a un espèce de système de mise en page qui est incroyable et qui donne un dynamisme fou à chaque fois, à chacune de ses histoires. Alors j'espère qu'il n'y a pas trop de reflets. Alors pour revenir à Ishanti, c'est donc la jeune femme que vous voyez sur la couverture. Et elle est danseuse pour le pharaon, danseuse d'Isis précisément. Et pour le jubilé qui se prépare avec toutes les fêtes qui vont être grandioses, elles ont décidé de faire un show à la hauteur du pharaon, et pour ça Ishanti va s'entraîner sans relâche pour essayer d'être la meilleure et d'évincer ses concurrentes qui ne manquent pas de lui rappeler son statut de fille qui n'est pas noble en fait. Elles sont toutes filles d'embaumeurs, de prêtres, de proches du pharaon, et Ishanti, ce n'est pas le cas. Donc, pour essayer de remonter un petit peu sa condition, elle va travailler d'arrache-pied et essayer d'être la meilleure danseuse. Mais il y a du grabuge dans le panthéon des dieux et ils ont décidé de se joindre un petit peu à la fête en créant des gros problèmes qui pourraient nuire à toutes ces festivités. Donc Ishanti, bien malgré elle, elle va donc essayer et d'être la meilleure danseuse et d'empêcher les dieux de créer le chaos. Voilà, pour le petit résumé. Qu'est-ce que j'en ai pensé à présent? Alors, outre le fait, comme je vous ai dit il n'y a pas très longtemps, que je suis archi fan du style de dessin de Chris, il faut aimer, c'est vrai, parce que les personnages ont tendance à avoir, on va dire, une grosse chevelure à ce niveau-là de la tête, des très très grands yeux de biche, un look très félin en fait, avec des membres très élancés, des fortes poitrines, il est vrai. Et pareil pour les hommes, hein, ils ont tous une carrure assez impressionnante. Moi j'aime bien, franchement, justement ce style de dessin qu'il arrive à faire avec les yeux, ça leur crée un visage très très allongé, avec des yeux en amande justement, un petit peu de biche comme je vous disais. Et j'aime beaucoup. Et la colorisation bien sûr joue énormément dans le fait que c'est magnifique à regarder visuellement en fait. Concernant l'histoire de Ishanti, j'ai trouvé ça pas mal, mais pas assez abouti malheureusement. Ça avait l'air d'être un premier tome qui allait continuer sur une jolie aventure, et malheureusement je n'ai pas vu d'autres tomes sortir à part celui-ci, et c'est fort dommage parce qu'on sent que c'est un premier tome, donc il n'est pas tout à fait abouti, qu'il y a une histoire concrète mais qui demande à être un peu plus exploitée, et qui s'arrête malheureusement en plein milieu, en final, des aventures d'Ishanti. On a envie de savoir un peu plus. Est-ce que si elle déjoue les dieux, est-ce que ça va créer des soucis pour la suite? Si elle réussit à être la grande danseuse d'Isis et du pharaon, est-ce que les autres vont continuer à lui créer des problèmes? Alors, on a envie d'en savoir toujours plus. C'est pas... Oui, c'est pas abouti, justement, ça demande d'autres tomes avec une continuée dans l'histoire et dans les péripéties qui ne demandent qu'à aller de l'avant, en fait.
Et malheureusement, comme il n'y a pas de suite, et il y a un petit goût d'inachevé derrière ce tome qui se finit de manière concrète, il n'y a pas de souci. Mais on veut quelque chose en plus en fait. Et j'ai l'impression que depuis que celui-ci est sorti, ça fait déjà bien longtemps. Et on n'est pas prêt d'avoir une suite malheureusement. Donc très dommage. Il n'y aura peut-être pas de suite à Ishanti, mais en attendant, c'était un très bon moment de divertissement. Si on aime ce style de dessin, on passe un agréable moment visuel et on se laisse porter en fait par le flot de dessins de Chris et la jolie histoire de Besson. Voilà. Je sais pas comment vous le montrer à chaque fois pour pas qu'il y ait de reflets. Ici, ça a l'air pas mal. Donc voilà pour Ishanti. Et on va continuer dans le style mythologique et avec Chris, avec la prochaine BD. Et alors la prochaine, je vous ai dit, on restait dans le domaine mythologique et on reste avec Chris parce que je vais vous parler de Atalante. Je vois qu'il y a trop de reflets, donc pour que ce soit plus agréable pour vous, je vais vous faire un close-up avec la couverture en détail et quelques planches pour vous montrer un petit peu le style, l'univers de Chris et de cette Atalante qui va nous porter aux confins de la Grèce antique et de toute la mythologie qui s'ensuit. Alors, Atalante, qu'est-ce que c'est? Alors, le résumé nous dit « Les âges sombres, la Grèce baigne en pleine mythologie. De cette époque nous sont parvenues des légendes, toutes plus envoûtantes les unes que les autres. Voici celle de la seule femme à avoir accompagné les Argonautes, Atalante. » Et on se régale. Honnêtement, je n'ai que le premier tome à vous présenter parce que c'est le seul que j'avais acheté quand il y avait Chris qui était en dédicace à la librairie de chez moi, là où j'habitais à l'époque. Donc, il est dédicacé. Je l'aime de tout mon cœur. Et je n'ai jamais pu acheter la suite. Alors pour deux raisons. La première, c'est parce qu'il y avait une amie qui les achetait, elle, dès qu'ils sortaient. Donc je les lisais en fait dès qu'elle avait terminé de les lire. Et du fait que je les lise sans les acheter, ça me donnait un petit peu moins de peps pour acheter la suite vu que je les avais déjà lus. C'est toujours le même problème que j'ai actuellement. Je commence à lire un livre en e-book ou on me le prête, et finalement je le trouve super bien, je veux l'avoir dans ma bibliothèque. Mais comme je les ai déjà lus, il prend du retard par rapport à d'autres que je n'ai pas encore lus et qui deviennent donc prioritaires. Mais on n'en est pas à cette histoire-là. Atalante. Alors, outre le fait que je vous ai dit, j'adore la mythologie. Je suis archi fan de la mythologie grecque. Je pense que vous allez le comprendre dans cette vidéo-ci et certainement dans les prochaines qui vont suivre. Et Atalante a le don, en fait, de nous accompagner déjà, visuellement parlant, magnifiquement bien. La colorisation, le dessin de Chris, une fois de plus, sont magnifiques, c'est à tomber par terre. Le design qu'il a fait des dieux et déesses est incroyable. Les faunes aussi, avec les harpies, avec... Vous allez suivre toute la mythologie au travers de la quête d'Atalante, qui est de devenir une Amazone, en fait. Et à travers cette quête, elle va accompagner Jason, elle va rencontrer Hercule, elle va déjouer les moires. Toute la mythologie que l'on connaît, vous allez le retrouver réassemblé et réinterprété par Chris, en fait, avec Atalante. Je sais pas, ouais, que ce soit les harpies, les sirènes, les faunes, les centaures, vous allez récupérer tout ce panthéon de créatures un peu mystiques, mélangé à ça, aux dieux, avec les quêtes de Hercule, de Jason et de la Toison d'Or, par exemple. Vous allez récupérer vraiment tous ces mythes. Vous faites un condensé de ça, un petit cocktail, mélangé à l'histoire d'Atalante qui, donc, elle veut devenir Amazone, et vous avez cette super BD qui est Atalante. Alors, je sais qu'on a deux versions de couverture. Moi, j'ai les anciennes. Je ne sais absolument pas pourquoi ils les ont rééditées avec une nouvelle couverture, mais elles sont tout aussi belles que les anciennes. Je pense que vous l'avez compris, mais j'adore donc Atalante, parce que la mythologie, c'est l'une de mes passions, et principalement, j'ai un petit faible pour la mythologie grecque. Alors j'aime tout autant la mythologie égyptienne, comme vous avez pu le voir avec Ishanti. J'aime également la mythologie nordique, la mythologie inca, aztèque... tous les styles de mythologie, je les aime beaucoup. L'asiatique aussi est très intéressante. Mais en l'occurrence, c'est vraiment la mythologie grecque ma préférée. Et j'ai également eu la chance de pouvoir aller visiter ce pays quand on pouvait encore aller voyager. Et je me suis régalée. C'est un pays qui est magnifique, il est fabuleux, avec un incroyable patrimoine architectural et mythologique derrière qui est fabuleux. Des paysages à couper le souffle, une gastronomie méditerranéenne incroyable.
et des gens incroyablement gentils. Je me suis régalée pendant ce voyage, peut-être qu'un jour je vous en parlerai, mais restons sur les BD, restons sur Atalante. C'est un peu une épopée à la Ulysse en fait, vous allez suivre Atalante durant son voyage et ses périples, avec, avec de l'humour, avec de l'action, avec peut-être un soupçon d'amour, et c'est extrêmement bien dosé. Je les ai pas tous lus malheureusement, parce que comme je vous ai dit un peu plus tôt, on me les avait passés, et maintenant que j'ai relu le premier tome, je suis à fond dedans et j'ai bien envie de lire la suite, et malheureusement, comme je ne les ai pas, je suis extrêmement frustrée. Mais bon, c'est un autre problème. Est-ce que je vous recommande Atalante? Oui, à 3000%. Je vous le recommande même plus que Ishanti parce que celui-ci, il y a plusieurs tomes, donc avec une histoire beaucoup plus poussée, aboutie, recherchée que Ishanti qui s'est arrêté malheureusement à un seul et unique tome. Donc, je vous le recommande si vous êtes fan de mythologie, que vous aimez bien les réinterprétations avec de l'humour, avec de l'action, Atalante est fait pour vous. Et si en plus vous êtes fan du design de Chris, alors là vous allez vous régaler dans cette série. Alors on va continuer avec la dernière BD, et on change complètement, on va dire, de milieu. Déjà parce que c'est plus le même auteur, on va parler maintenant d'une artiste que j'adore. Une artiste que j'ai suivie depuis très très longtemps maintenant. Je pense que ça remonte maintenant au temps où j'écumais DeviantArt à la recherche de jolis fanart et que je suis tombée sur ses œuvres où elle refaisait notamment les personnages de Saint Seiya. Étant grande fan de cette série, je ne pouvais qu'adorer ce qu'elle faisait, et en plus elle a un style de dessin unique, magnifique. Franchement, je suis amoureuse de son art, elle est incroyable. Je vais vous parler d'Orpheline et de sa BD Mon meilleur ennemi. Je vous montre tout ça en close-up parce que Orpheline est une artiste incroyable avec un talent pour le dessin magnifique. C'est magnifique ce qu'elle arrive à faire, le trait des personnages, elle arrive à créer des personnages, des manly man comme elle appelle, ultra charismatiques, avec des, avec des traits très carrés, très masculins justement. Des gars plutôt costauds et beaux gosses, hein, il faut dire. Rien que son personnage principal, Aidan, il est magnifique. Ceux de son autre BD aussi, Faust et Cendre, les deux personnages principaux sont magnifiques. Je vais vous les montrer parce qu'elle a eu la gentillesse de me glisser une petite carte dans la BD quand elle me l'a envoyée. Hop. Donc voici donc les personnages de Cendre et de Faust, qui eux font partie d'une autre de ces histoires qui s'appelle Northern, mais qui n'est pas encore sortie. Je crois qu'elle travaille toujours dessus, donc on croise les doigts pour que ça puisse sortir, voir le jour, et que je puisse me la procurer, parce que c'est évident que dès que Northern sort, je l'achète. Je l'achète, je suis archi fan de ces personnages, des sketchs qu'elle me rentre sur DeviantArt justement. Comme d'habitude, je vous mettrai tous les liens dans la barre d'infos, que ce soit son DeviantArt si vous ne le connaissez pas, pour que vous voyez un petit peu plus quel est son style de dessin. Je vous mettrai également son site, si jamais vous êtes conquis par son style de dessin, son style d'écriture également, eh bien n'hésitez pas à succomber et à acheter quelques-uns de ces tomes ou de ses goodies. Elle fait des porte-clés, elle fait des cartes postales, elle fait plein de choses qui sont disponibles sur son site. Je vous mets tout ça dans la barre d'infos et on en revient à Mon meilleur ennemi. Alors mon meilleur ennemi, ça va se situer dans l'Orient. Donc on change complètement de registre et on va passer, il y a un petit peu de fantastique dedans, donc je dirais un soupçon de fantaisie orientale, mais ça va tourner principalement autour de deux personnages qui se détestent cordialement, mais que le destin va réunir envers et contre tout. Alors dans ce tome, on va suivre Amchet, qui va nous raconter son histoire de haine, d'amour, de désespoir, avec l'homme qui devra bien malgré elle partager son quotidien, Aidan Ak-Arbas. Excusez mon accent, je ne pratique pas l'arabe tous les jours, veuillez m'excuser. Mais Aidan, il est donc fier comme un paon, égoïste, infidèle, imbu de lui-même. Il a une sœur exécrable, mais c'est pourtant elle qui demande à l'épouser. Pourquoi? Comment? Je vous laisse lire. Cette histoire est incroyable. Alors déjà, outre le fait qu'elle est portée par le magnifique dessin d'Orpheline, une colorisation magnifique faite par Lowen Ael, si je ne me trompe pas. Et l'histoire est également d'Orpheline avec Zulma, voilà,
qui l'a aidé pour tout ce qui est traduction apparemment. Donc le cocktail de ces 3 femmes fait que on obtient une BD qui est merveilleuse. Vous avez autant de l'humour que des moments sérieux, que des moments un petit peu tristes ou dramatiques, que vous avez aussi des moments de guerre, des moments un peu de flottement, de contemplation de toutes ces planches qui sont magnifiques, bercées par ce côté un peu oriental justement. On se laisse vraiment porter à travers les cases et on admire. Franchement, on admire. On reste presque figé sur une case histoire de regarder tous les petits détails. Et si, comme moi, arrivé à la fin, vous vous dites « j'ai envie encore de plus, j'ai envie de suivre encore plus cette histoire avec Aïdam et Amchet », eh bien on se replonge dedans une seconde fois et on le relit. C'est un one-shot, donc vous ne suivrez plus ces personnages normalement, à moins que Orpheline décide de faire un second tome plus tard. Mais pour le moment, c'est un one-shot et on se régale, même si c'est une BD, donc on arrive très rapidement à la fin. Et j'avais envie de rester encore un peu plus avec Aïdan et Amchet. Et la fin, comment dire, elle est très bien faite parce qu'elle est, on va dire, à moitié ouverte. Elle est ouverte parce que ça se termine sur un événement en suspens. Mais la petite planche qui est juste derrière en bonus nous donne un petit indice sur comment ça va se finir. Alors, libre à nous de choisir si ça va se terminer comme on le pense ou pas. C'est une fin ouverte, donc tous les possibles sont envisageables. Mais malheureusement, on y arrive tellement vite que on a envie de rester plus avec les personnages et avec le style d'Orpheline. Et c'est une frustration de voir qu'il n'y a qu'un seul tome. Quel dommage, j'aurais bien voulu lire un peu plus des histoires de Aïdan et Amchet. On verra s'il y en a d'autres, en tout cas pour celui-ci, moi je me suis régalée. L'histoire est prenante et prend des fois des tournants dont on ne s'attend pas, notamment avec ce petit côté fantaisie orientale. On ne l'attend pas. Il est là, il est très bien amené, il est logique, mais on aimerait en savoir pareil un petit peu plus, et on aurait aimé un tome 2 par exemple. Mais en attendant, je vous le conseille pareil à 300% celui-ci. C'est une vidéo où je vous conseille pas mal de choses quand même. Ce tome-ci est fabuleux, on adore le style, on adore l'histoire, on adore les graphismes, la colorisation qui est magnifique. Les petites planches bonus à la fin, on adore aussi. Et d'ailleurs, j'ai complètement oublié, mais j'en profite pour remercier Orpheline qui a eu la gentillesse de me dédicacer ce tome quand je lui ai acheté. Merci beaucoup Orpheline si tu passes par là. Je pense que tu l'auras compris, je suis fan de ton travail. Et merci pour la dédicace et pour la petite carte de Sandre et Faust. J'attends avec impatience la sortie de Northern. Et si jamais il y a du réappro sur les autres BD qu'elle a fait, je pense que je vais craquer, je vais les acheter aussi parce que son style de dessin est fabuleux. Je suis vraiment in love avec son design. C'est un coup de cœur, il est vraiment beau et j'ai vraiment hâte de pouvoir lire un peu plus des BD qu'Orpheline a fait. Alors actuellement, je sais qu'elle est en train de travailler sur les légendaires. Elle a repris le flambeau de Patrick Sobral et elle va nous faire quelque chose de fabuleux, j'en suis sûre. Parce qu'entre son style de dessin qui se rapproche de Senseiya et celui de Patrick Sobral qui est grandement influencé par cette même œuvre, on va trouver quelque chose qui va être très sympathique, je pense. Donc j'ai hâte de pouvoir lire les légendaires également et de découvrir ce qu'elle nous réserve. Alors on en a fini avec le côté graphique et BD, ce qui nous laisse à présent 2 œuvres, donc 2 romans. Je vais commencer par la version e-book de celui que j'ai lu. Celui-ci, pourquoi je vous en parle en premier? Pour plusieurs raisons. Déjà pour couper un petit peu dans le style mythologique, parce que le second livre, on retombe dedans, et c'est un véritable coup de cœur, donc je risque de m'éterniser un peu plus dessus. Et ensuite parce que c'est mon tout premier SP, et je suis tellement heureuse d'en avoir eu un. Je sautais partout quand j'ai vu que j'étais acceptée et qu'on allait m'envoyer très très gentiment les livres que j'avais demandés. J'avoue que ça me faisait un petit peu bizarre au début, c'est la première fois que je demande des SP, et j'étais en mode est-ce qu'on va me dire oui, est-ce qu'on va pas refuser parce que je suis nouvelle, j'ai pas beaucoup de contenu, j'ai pas beaucoup de followers, comment ça va se passer? Et en fait ça s'est super bien passé parce que la maison d'édition Seven a eu la gentillesse d'accepter ma demande de SP,
et de m'envoyer gracieusement en version e-book les 2 livres que j'avais commandés. Alors du fond du cœur, merci aux éditions Seven de m'avoir fait confiance. Et voilà donc, je vais vous parler du premier livre que j'ai lu chez eux. Ça s'appelle Just a Dream, c'est de Calista Moon et donc c'est publié aux éditions Seven. Je vous fais un insert juste ici de la couverture de Just a Dream. Et je pense qu'on n'était pas loin du coup de cœur parce que j'ai énormément apprécié. J'ai été étonnée dans un premier temps parce que je m'attendais à un roman. Et en fait, c'est une nouvelle. Alors je ne m'y attendais pas du tout parce que d'après le résumé, ça avait l'air d'être une énorme épopée et qu'il allait tenir au moins sur 300-400 pages. Et au final, quand j'ai récupéré le fichier e-book, eh bien, c'était un fichier qui faisait à peine 100 pages et je me suis dit, oh, il est très très court ce roman et en fait non, c'est une nouvelle. Alors une nouvelle que j'ai adorée pour plusieurs choses, mais on va commencer d'abord par le résumé. Alors pour ce qui est du résumé, nous sommes en 1888 si je ne me trompe pas. On est en Angleterre et on est en chemin pour Londres avec 2 jumelles dont la calèche va malheureusement faire une sortie de route et va tuer leurs parents sur le coup. L'une des jumelles est gravement blessée mais portée disparue et la seconde, blessée elle aussi, va être recueillie par un jeune noble qui va la prendre sous son aile et va essayer de lui redonner un petit peu goût à la vie et il va enquêter avec elle sur pourquoi la calèche de ses parents s'est renversée et l'a rendue orpheline. Et en plus de cette enquête, il va y en avoir une seconde qui va nous conduire dans le quartier de Whitechapel à Londres où il y a des meurtres un petit peu sordides qui sont en train d'être produits. Est-ce que les deux sont liés ? Qui est ce fameux tueur qui sévit dans les rues de Whitechapel ? Est-ce que les jumelles vont réussir à déjouer le destin, réussir à se retrouver et à découvrir qui est derrière l'accident de leurs parents et en même temps peut-être découvrir qui est le fameux tueur de Whitechapel. Alors, c'est ce résumé qui m'avait intriguée en premier lieu parce que Londres, Whitechapel, tout de suite, on a le nom d'un célèbre tueur en série qui nous vient en tête. Enfin, en tout cas, pour moi. Alors, je ne vais pas vous faire de spoil parce que je ne veux pas vous dire. Si vous ne savez pas qui est le tueur de Whitechapel, je ne veux pas vous le dire, je vais vous laisser le découvrir et vous laisser faire vos propres recherches si vous voulez savoir qui est ce réel tueur. Et en fait, moi, ce qui m'a intriguée, c'était de savoir si c'était une réécriture de ce classique, on va dire, ou si ça allait être quelque chose d'autre, en fait. Et j'ai eu l'agréable surprise de voir que c'était en fait un mix des deux. C'est une pseudo-réécriture, mais enjolivée de manière très onirique. Et j'ai adoré. Déjà pour une chose, la plume de l'autrice. La plume de Calista Moon est incroyablement onirique en fait. Elle nous porte, elle nous berce et elle nous enveloppe dans ce brouillard, ce fog londonien qui va nous suivre pendant tout le roman avec cette ambiance un petit peu pesante, mystique, ce froid hivernal qui tombe en même temps qui tombe sur la campagne londonienne et qui va envelopper et les characters, je vous parle en anglais, et qui va envelopper et les personnages et l'auteur dans une espèce de petit cocon dont on va ressortir mais qu'à la toute fin du livre. Elle va nous porter, elle va nous bercer par sa plume qui est vraiment enchanteresse. Elle a une manière de décrire les lieux et les personnages que j'avais jamais vu avant et j'ai trouvé ça très, très poétique et incroyablement doux en fait. Elle arrive à adoucir les traits des personnages tout en étant acerbe et ignoble dans certains côtés en fait. Elle a une manière de nous décrire son histoire et de nous porter avec qui rend ce livre en fait qui fait de ce livre un véritable page turner. Alors ça se lit très vite parce que donc il y a un peu moins de 100 pages, mais ça se lit vite également parce que justement la plume nous porte et nous pousse à continuer toujours plus et enchaîner les pages au fur et à mesure jusqu'à arriver à la fin. Et est-ce qu'on en parle de cette fin ? Cette fin est incroyable. Elle est très 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 bien pensée. Et au final, même si elle m'a surprise au premier abord, avec du recul, en réfléchissant et en revoyant les indices du titre, de la couverture, de l'ensemble du récit,
eh bien on comprend pourquoi cette fin. Et j'ai trouvé ça vraiment fabuleux. C'est un coup de génie d'avoir réussi à faire ça, un plot twist de l'enfer. Franchement, rien que pour cette fin, ça vaut le coup d'œil. Et je lui ferai le petit reproche quand même que ce soit une nouvelle et non un roman. Ça va beaucoup trop vite. Il y a des moments, on aimerait plus de matière, plus de détails, plus de recherche justement dans cette quête qu'ont les jumelles, tant par le chercher pourquoi leur fameuse calèche est sortie de route, et dans la recherche de qui est ce fameux tueur. On a envie d'en savoir plus quand on commence à développer un petit peu les personnages, notamment du comte et de sa mère. Le personnage de la mère de son sauveur est incroyable et j'ai été tellement triste qu'il n'ait pas été plus recherché, notamment dans la manière de peindre les tableaux qu'elle crée. Il y a toute une atmosphère qui est dégagée derrière ce fameux tableau et la complicité et ce personnage en lui-même qui va justement, dont tout va découler. Ça demandait encore plus de réflexion. Pareil pour l'enquête de Whitechapel, on a envie que ça aboutisse encore plus. Quand le dénouement arrive, on a envie que ça continue. C'est assez rapide, c'est logique dans la manière d'écrire, mais on a envie d'encore un peu plus. En tout cas, moi, j'avais envie de plus de pages, de plus d'action, de plus de recherche et de plus de Just a Dream, en fait. C'était très bien, mais c'est vrai qu'il y a certains passages, on sent qu'on est pressé par le temps. Les jumelles sont pressées pour savoir qui a tué leurs parents. Tout est question de presser. Et il y a des moments où on a envie que ce soit un petit peu plus posé, que ce soit un peu plus recherché dans les détails historiques, et que ça aboutisse presque à un roman plutôt qu'une nouvelle. Je pense que ça ferait un excellent roman, mais c'est déjà une excellente nouvelle. Je me suis régalée du début à la fin. La plume, une fois de plus, de Calista Moon est fabuleuse. Et en faisant des recherches, j'ai vu d'ailleurs que Calista Moon était professeur à l'université de La Rochelle. Big up, c'est ma ville natale. Je l'aime de tout mon cœur, cette ville, c'est la meilleure. Bref, petit aparté terminé. Je remercie une fois de plus les éditions Seven pour m'avoir fait confiance et m'avoir envoyé cette magnifique découverte que je ne connaissais absolument pas et que je vous recommande de tout cœur. Une fois de plus, vous retrouverez tous les liens dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Et en plus, les prix sont vraiment tout mini. Vous n'avez qu'à craquer là-dessus, il est fabuleux. Une excellente lecture. Et on va terminer avec le dernier roman de ce mois-ci, et pas des moindres, qui est une réinterprétation d'un mythe grec. On retourne, oui, je vous avais prévenu, dans de la mythologie, on retourne dans de la Grèce antique, et je vais vous présenter A Touch of Darkness de Scarlett Sinclair. Déjà, cette couverture, est-ce qu'on en parle? Elle est magnifique, le dos est tout aussi joli. La couverture est un soft touch, donc c'est très agréable pour la prise en main, et ça rend la couverture un petit peu mate, vous voyez, avec ces fleurs entrelacées, c'est magnifique. Alors déjà, c'est un livre qui est en anglais et qui n'a pas été encore traduit. Et la saga est toujours en cours. Elle compte actuellement 7 tomes, si je ne me trompe pas, dont 5 qui sont sortis. Et le premier tome est tellement fabuleux que je n'avais même pas terminé de le lire que j'ai acheté la suite. Je savais que j'allais aimer. Et je savais que les prochains tomes, il me les fallait, sinon j'allais être extrêmement frustrée de ne pas pouvoir lire ce qui allait se passer par la suite. Alors pourquoi je vous parle de mythologie grecque? C'est parce que dans A Touch of Darkness, on va avoir une réinterprétation du mythe de Perséphone et Hadès dans un style un petit peu plus contemporain. Alors on va suivre Perséphone qui est la déesse du printemps, fille de Déméter et de Zeus, et qui, malheureusement, n'arrive pas à faire pousser de fleurs. Malgré son statut de déesse du printemps, elle n'arrive absolument pas à faire pousser une seule fleur. Au contraire, quand elle les touche, elle les fait mourir. Ce qui l'embête quelque peu vu son statut de déesse de printemps. Pour essayer de s'assumer un petit peu plus et de partir des jupons de sa mère, elle va déménager à New Athens et dedans, elle va faire des études de journalisme en se déguisant en simple mortel. Car dans ce roman, il faut savoir que les dieux ont tous des cornes d'animaux qui représentent leur statut de divinité en fait. Donc pour
éviter que les gens voient que c'est une déesse, elle veut simplement vivre en mortelle comme tous les humains normaux. Elle utilise du glamour pour cacher son statut de divinité et donc dissimuler ses cornes aux yeux des simples mortels. Donc d'un côté, on a une Perséphone qui veut devenir journaliste, et de l'autre, on va avoir un Hadès qui est patron d'une boîte de nuit. Au cours de leur rencontre, Hadès et Perséphone vont être liés par un contrat. Perséphone a voulu jouer à un jeu qu'elle a perdu, et en contrepartie, Hadès, le dieu des enfers, a décidé de lui imposer, dans un délai de 6 mois, de créer la vie aux enfers. Si passé ce délai, elle échoue, elle sera à tout jamais condamnée à rester aux enfers avec lui. Or, le fait qu'elle n'arrive pas du tout à faire pousser une seule fleur et qu'au contraire elle les tue, va lui créer de sérieux problèmes si elle veut se libérer du joug d'Hadès. Donc c'est une jolie réinterprétation dans le monde d'aujourd'hui, avec des idées comme les cornes sur les têtes des personnages, que je trouve très très bonnes. On s'imagine bien chaque dieu avec des cornes en fonction de sa puissance, de sa féminité ou de son rapport avec son pouvoir, qui sont assez intéressantes. Et j'avais jamais vu ça ailleurs pour le moment comme idée, et je trouvais ça super classe en fait. Alors au début, j'ai eu un peu peur quand j'ai vu que c'était une réinterprétation de la mythologie grecque dans du contemporain, parce que j'ai eu très très peur que ça s'assimile à du Percy Jackson. Et Percy Jackson, je n'ai pas aimé, malheureusement. C'est beaucoup trop enfantin pour moi, donc j'avais un peu peur que ça parte là-dessus, et pas du tout. Non, au bout des 3 premières pages, on se rend compte que c'est un style très très adulte, qui ne conviendra pas justement au lectorat de Percy Jackson, qui est du young adulte. On va mettre un petit warning là-dessus, c'est que c'est de la lecture adulte, et qu'il y a dedans des scènes de sexe très explicites. Donc si vous êtes mal à l'aise avec ça, passez votre chemin. Personnellement, ça ne m'a pas dérangé parce que c'est très bien écrit comme le reste du livre, mais ça peut déranger certaines personnes qui sont un peu mal à l'aise devant ces scènes. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Si ce n'est que j'ai adoré, complètement adoré cette lecture, elle était fabuleuse. D'ailleurs, je tiens en passant à remercier Solène de Livrement Addict, parce que c'est grâce à elle en fait que j'ai découvert l'existence de ce livre dans un de ses vlogs. Et en le voyant déjà, j'ai succombé à la couverture, parce que je suis faible, évidemment. Et quand j'ai vu comme quoi c'était une réinterprétation de la mythologie grecque, j'ai foncé dessus. Il me le fallait absolument. En plus, le mythe d'Hadès et Perséphone est l'un de mes favoris, donc une saga complète sur ces personnages. Il fallait que je me lance, évidemment. Et j'ai bien fait, parce que j'ai adoré. Le style, je dirais pas qu'il est assez abordable, parce que ça demande quand même une bonne maîtrise du vocabulaire anglais, mais il se lit assez facilement parce que la plume de l'autrice est très très fluide. On se laisse très facilement porter par le flot de mots qu'elle nous écrit, par ses descriptions très précises qui nous font un détail parfait tant du personnage que des lieux. Les lieux qu'elle décrit dedans d'ailleurs, ils sont fabuleux. On se représente les enfers, mais dans une toute autre vision magique. Franchement, elle est très très douée point de vue descriptif. Et point de vue personnage, eh bien, je les trouve extrêmement bien faits aussi, parce que quand on s'intéresse un petit peu à la mythologie, on sait que tel ou tel dieu a, on va dire, tel ou tel comportement, tel ou tel caractère, et elle arrive extrêmement bien à les retranscrire. Par exemple, on va dire, la jalousie d'Héra, la surprotection de Déméter, l'envie de liberté de Perséphone, l'espièglerie de Hermès par exemple. Il y a énormément de choses qui se rapprochent de ce qu'on peut lire dans les livres de mythologie classique, qui nous font dire que oui, ce trait de caractère représente bien tel ou tel dieu ou déesse. Et j'aime beaucoup. J'avais vraiment envie de quelque chose de graphique derrière, d'une BD, pour avoir cette vision des personnages que je me suis faite en lisant cette magnifique lecture. J'avais envie de voir à quoi ressemblaient Zeus, Héra, Aphrodite, Artémis et tout ce panthéon des dieux que j'avais imaginé, et notamment les lieux. Si quelqu'un arrive à faire un fan art ou je ne sais quoi avec les descriptions qu'elle a fait, ça doit être vraiment sublime. Petite anecdote d'ailleurs,
Je ne sais pas si c'est vrai, j'ai cru voir passer comme quoi il allait peut-être avoir une adaptation Netflix de Touch of Darkness. Si c'est le cas, je serais vraiment curieuse de savoir comment ils ont réussi à adapter ça sur écran. Parce que comme je vous dis, il y a énormément de scènes de sexe. Et des Netflix, ça va être interdit au moins de 18 en direct, hein, sinon. Donc je serais curieuse de voir comment ils ont réussi à interpréter ça. Est-ce qu'ils ont coupé toutes les scènes? Est-ce qu'ils les ont censurées? Est-ce qu'ils en ont laissé certaines? Quels acteurs ils vont réussir à prendre pour incarner Hadès et Perséphone? Ah, je suis curieuse. Parce que, franchement, ça mérite d'être une belle adaptation. Même si j'ai un peu peur qu'une fois de plus, l'adaptation ne rende pas justice au livre et qu'on se retrouve avec quelque chose d'un petit peu bâclé ou complètement hors sujet. Donc, j'attends, mais de manière enjouée et mitigée, peut-être cette adaptation de chez Netflix, si elle existe réellement. En tout cas, j'ai hâte de voir si vraiment quelque chose va sortir de ce côté-là. Point de vue lecture, donc je disais, il faut avoir pas mal de vocabulaire, je pense, pour réussir à le comprendre de bout en bout. Mais à côté de ça, la lecture est très fluide. On en apprend beaucoup. Si on ne connaît pas la mythologie en soi, on en apprend beaucoup à travers ce livre. Et c'est ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que on peut le lire sans connaître la mythologie, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais c'est vrai que si on a quelques bases, eh ben c'est beaucoup plus intéressant de le lire parce qu'il y a des petits clins d'œil à certains mythes, à certains personnages qui nous font sourire et on se rappelle que, d'accord, dans le mythe c'est comme ça et elle l'a réinterprété à sa sauce comme ceci. Et c'est très sympa de retrouver justement ces petits bouts, savoir qu'est-ce qu'elle a été chercher comme mythe et comment elle l'a réinterprété et incrusté dans son propre chef-d'œuvre en fait. Très intéressant. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus? Je vous ai parlé en début de vidéo comme quoi c'était le tome 1 d'une saga. Alors il faut savoir que cette saga va s'articuler en 7 tomes, dont les 3 premiers sont A Touch of Darkness, A Touch of Ruin and A Touch of Malice, qui vont être du point de vue de Perséphone. A Touch of Malice, il est sorti le 25 mai, donc je vais le commander, c'est évident, parce que je veux absolument savoir la suite. Et les 3 autres qui sont A Game of Fate, A Game of Retribution and A Game of Gods, ils vont être du point de vue d'Hadès. Et le tout dernier qui va être A Touch of Chaos, qui va regrouper le point de vue d'Hadès et Perséphone à l'intérieur du même livre. Donc c'est très intéressant de voir plusieurs livres comme ça, mais du point de vue d'un personnage différent. Ça nous implique encore plus dans le récit et ça nous donne envie de savoir, une fois par exemple que là j'ai terminé A Touch of Darkness, qui est du point de vue de Perséphone, et bien j'ai envie de connaître le point de vue d'Hadès sur la même histoire en fait. J'aimerais savoir comment il a interprété certaines paroles de Perséphone, comment il a perçu certains de ses agissements. On a envie d'en savoir plus et j'ai craqué, hein, je l'ai acheté bien évidemment. Hein. A Game of Fate, donc du point de vue de Hadès. Je ne l'ai pas encore lu parce que je viens juste de terminer A Touch of Darkness, mais il est évident que c'est ma prochaine lecture en anglais. Celle-ci, je veux savoir la suite, je veux savoir ce que pense Hadès et je veux savoir ce qui se passe. J'ai la suite de Touch of Darkness qui est donc A Touch of Ruin, le tome 2 du point de vue de Perséphone, et A Touch of Malice, je vais le commander incessamment sous peu parce que j'ai envie de savoir la suite. Si je ne me trompe pas, pour le moment, ce sont les seuls qui sont sortis. A Game of Retribution and Gods ne seront pas disponibles avant hiver 2021, voire même début 2022. Et A Touch of Chaos, il ne sera pas disponible avant 2022, si je ne me trompe pas. Donc ça laisse un petit peu de temps de s'engager dans cette série, vu qu'ils ne sont pas encore tous sortis. Je pense que je vais craquer pour tous une fois qu'ils seront disponibles, parce qu'ils sont fabuleux. Et mon côté traducteur a envie de voir cette version également en français. Alors je ne sais pas si un jour ce sera traduit. Je serais vraiment très curieuse de voir comment ça va être interprété, parce que la plume est à la fois fluide mais très compliquée. Donc je pense que, point de vue traduction, il va y avoir énormément de boulot derrière. C'est bonne chance aux futurs traducteurs de ce livre parce que ça va être costaud. Mais je me suis régalée. Donc oui, c'est génial. Je ne peux que vous le reconseiller
je ne peux que vous le conseiller à 3000%. Si vous êtes à l'aise avec l'anglais et que vous aimez la mythologie, foncez. Ce livre est absolument génial. Si vous n'êtes pas à l'aise avec l'anglais, malheureusement, ça va être très compliqué parce qu'il n'est pas traduit. Et je pense que ça va être compliqué de le pousser en France parce que l'autrice elle-même, elle l'a auto-édité son livre parce que pour le moment, je crois qu'elle n'avait pas de maison d'édition qui appréciait son travail à sa juste valeur en fait. Donc peut-être que s'il y a plusieurs booktubeurs et lecteurs qui trouvent ce roman top, eh ben, peut-être que ça va pousser certains éditeurs français à se pencher un petit peu plus dessus et à amener une traduction. Je l'espère en tout cas parce que je pense que ça ferait un très joli livre en français. Voilà, quoi dire de plus qu'elle a une plume donc incroyable. Elle arrive, je trouve, à nous faire tomber amoureux du mythe, certes, mais à nous faire tomber amoureux d'Hadès et de Perséphone de par sa plume. Elle a quelque chose d'envoûtant qui nous donne envie de connaître ces personnages plus en profondeur et de les aider et de voir qu'est-ce qu'ils vont faire ensemble. Et on a envie justement que ça continue, qu'ils soient ensemble et que ça aille plus loin. Et franchement, un vrai page-turner. Il est au top. Je me suis régalée de bout en bout et une fois de plus, je vais radoter, mais je vous le conseille à 3000%. Voilà. A Touch of Darkness. On en a terminé avec cette update lecture. Je pense que je me suis un peu emportée sur la dernière partie parce que je suis archi fan de l'œuvre de Scarlett Sinclair. Si elle passe par là, thanks a lot, I love your book. Voilà, ça c'est fait, même si je ne pense pas qu'elle passera par là. Bref, on va arrêter ici cette vidéo. En bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère pour vous que vous aimez la mythologie parce que cette update lecture, il était café de livres qui en parlent. Et ça va pas s'arrêter là parce que j'ai reçu d'autres livres. Et pour le mois de juin, vous allez encore manger de la mythologie. Donc, préparez-vous. Sur ce, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à laisser un petit commentaire ou un like. Ça fait toujours plaisir de voir que mon travail vous plaît. Et que j'ai pu peut-être vous aider à choisir des nouveaux livres, qui sait. Dans tous les cas, je vous souhaite une bonne journée, de bonnes nouvelles lectures. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!